Alors, en attendant que Louise se reconnecte, je vais peut-être juste faire la petite introduction. Donc, je pense que la plupart d'entre vous sont déjà au courant puisqu'on a fait un webinaire de présentation des nouvelles fonctionnalités animé par Emmanuel en septembre. Et à l'occasion de ce webinaire, on a présenté une fonctionnalité nouvelle qui s'appelle donc le vote sans compte, ou aussi appelé le vote par SMS. Pourquoi ? Parce qu'il permet aux participants de vos projets, il leur permet de voter donc sans compte pour la première fois, c'est-à-dire de pouvoir voter sans avoir à se connecter ou s'inscrire sur la plateforme. Mais du coup, pour sécuriser quand même un minimum cette action de vote, qui est quand même souvent une action à enjeu sur laquelle on voudrait éviter le bourrage d'urne notamment, on a mis en place donc l'envoi d'un SMS. Ça, c'est pour le fonctionnement de la fonctionnalité. Et donc, aujourd'hui, on n'est évidemment pas là pour une présentation fonctionnelle, même si on pourra y revenir si jamais certaines d'entre vous avaient loupé le webinaire de présentation fonctionnelle. On est surtout là pour que donc, Louise Rigolier de Nantes, qui est la première à avoir utilisé cette fonctionnalité de vote sans compte sur un de ses projets, qu'elle puisse tout simplement nous faire un petit retour d'expérience, d'autant plus que ce qui est d'autant plus intéressant, évidemment, c'est que c'est aussi Nantes qui est quand même principalement à l'origine de cette demande de fonctionnalité, qui l'a très largement financée aussi et qui a donc beaucoup contribué aussi à sa conception et à sa mise en place. Donc, c'était une demande de leur part parce qu'ils avaient déjà envie de l'utiliser sur un projet. Et donc, ils ont pu expérimenter ça sur un projet qui a été lancé il y a quelques semaines et qui est d'ailleurs, je crois, toujours ouvert pour encore quelques jours. Et donc, ils vont pouvoir nous dire vraiment à chaud comment ça s'est passé. Mais si seulement elle peut se reconnecter. Et je vois qu'elle n'est toujours pas revenue, donc ça m'inquiète un petit peu, alors qu'elle était là à 9h30. C'est Là, on bien. vous voit, on vous entend, c'est Parfait. parfait. Donc, du coup, j'ai quand même meublé un Ah petit peu. bah, merci. C'est Donc, j'ai vrai fait que l'introduction, j'ai réexpliqué l'objet du webinaire. Donc, je vous laisse vous présenter peut-être. donc oui, Louise Rigolier, bonjour à toutes et tous. Donc je travaille à Nantes Métropole, à la direction démocratie et stratégie, en tant que responsable du pôle numérique et transparence. Donc, comme j'imagine vous tous, l'un de mes rôles, c'est de gérer la plateforme, dont à la fois l'accompagnement des démarches, l'accompagnement des collègues pour utiliser la plateforme et aussi travailler sur en fait, la façon dont on peut utiliser au mieux les outils numériques au service d'une démarche de dialogue citoyen. Donc pour ça, on a un certain nombre de principes du dialogue citoyen sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais l'idée, c'est de bien dire qu'on est centré sur ces principes-là pour tout ce qui est utilisation de la plateforme, et notamment celui de l'accessibilité, celui d'être ouvert sur l'ensemble du territoire et celui de la diversité des participants et des participantes, selon aussi l'objectif de la démarche. Donc voilà déjà pour ma présentation. Est-ce que je continue sur les lieux réinventés? Oui, je propose Oui, que oui, parce directement. qu'avant que vous arriviez, j'ai fait un petit tour de table avec tout le monde. Et puis, D'accord, très bien. donc, je ne sais pas si vous avez vu, on a donc très rapidement, on a Brest, Oui, Rennes, Meudon, Besançon, Mulhouse, Levallois ouais, je vois. et quelqu'un qui n'a pas identifié sa ville sa ville ou sa collectivité dans son nom d'utilisateur. Donc, qu'elle n'hésite pas, il ou elle n'hésite pas à le faire. Et puis, j'ai demandé un petit peu si quelqu'un avait des questions spécifiques déjà sur Mm. cette fonctionnalité et ce sujet, mais a priori, personne n'avait pris la parole de vive voix. Donc, je pense que c'était plus une démarche de curiosité. Comme vous êtes vraiment les premiers à l'avoir Ouais, utilisé, on est un peu en mode découverte, je pense. Mais du coup, voilà, je pense n'hésitez pas à ouais, démarrer sur quel est le projet, comment ça s'est ouais. passé. Est-ce que je peux juste partager mon écran comme ça, je Bien vais sûr. montrer Ouais. directement. Alors, Ouais, est-ce qu'il faut que je vous autorise ouais, sûrement? je peux pas le. Hop, nommer co-animateur. Normalement, ça devrait suffire. Ça Ok, marche? c'est bon pour moi. Alors, Super, merci. merci. Donc, pour présenter un peu cette démarche pour laquelle on a utilisé la fonctionnalité vote par SMS et pour laquelle on a travaillé avec Cap Collectif depuis du coup début d'année, même fin d'année 2021, sur en fait, des besoins spécifiques. Je vais vous présenter déjà d'où on vient. Donc, on est vraiment sur l'une des démarches de la plateforme qui en accueille aujourd'hui 120.
Cette démarche, elle est un peu spéciale, c'est-à-dire qu'elle est axée que sur la ville de Nantes en tant que telle. L'objectif des lieux à réinventer, vous voyez bien mon écran, hein? Oui. L'objectif des lieux à réinventer, c'est de donner les clés d'un lieu qui est aujourd'hui inoccupé et peu utilisé à des porteurs de projets et des porteuses de projets, mais aussi globalement embarquer aussi les citoyens et les citoyennes dans ce lieu-là. L'idée, c'est que ça soit des appels à projets qui soient vraiment ouverts sur le quartier et sur la ville de façon générale. Donc, cette démarche, en fait, elle est centrée là autour. On a dans le mandat de Johanna Roland, du coup, l'idée, c'est d'avoir 20 lieux réinventés, sachant que sur le mandat précédent, le mandat politique précédent, nous avions fait une démarche avec 15 lieux réinventés. Je vais vous expliquer en quoi aussi le développement SMS, en fait, c'était aussi en lien avec la façon dont on a procédé auparavant. Pour vous présenter un peu le processus, en fait, on a une première étape qui est interne, qui était déjà de sélectionner des lieux, parce que comme vous devez le savoir, dans toutes les villes, nous avons à disposition des lieux bâtis ou non bâtis qui sont aujourd'hui peu investis et dont on ne sait pas trop quoi faire sans projet spécifique. Donc l'idée, c'était de les repérer, d'en avoir un par quartier globalement. Et de lancer ensuite, donc c'était entre juin et octobre 2021, une première phase dans l'idée de réinventer ces lieux, qui était une phase d'inspiration. Donc là, pour vous référer à la plateforme, on était l'idée sur le fait de contribuer en ligne. Donc contribuer en ligne, c'était contribuer à une sorte de questionnaire d'inspiration pour expliquer ce que les citoyens et les citoyennes voyaient pour ce lieu, comment ils voyaient l'ambiance, qu'est-ce qu'ils s'imaginaient comme, pas comme projet en tant que tel, mais plutôt comme type de projet. Est-ce que c'est un lieu qui peut accueillir par exemple un projet nocturne ou plutôt c'est quelque chose dans la journée? Est-ce que c'est axé sur les solidarités ou axé sur l'égalité par exemple? Donc, voilà, l'idée c'est d'avoir un peu ces inspirations-là, sachant que la contribution en ligne ne venait pas seule, il y avait aussi de la contribution par carte postale. Donc, comme je vous disais, hein, notre axe principal ici, c'est toujours l'accessibilité de la démarche, mais aussi la partie délibérative. C'est-à-dire qu'à la fin de cette période, donc en octobre 2021, on a organisé un atelier qui était une sorte de grand qui a regroupé une cinquantaine de personnes dans mon souvenir. C'était une sorte de grand jeu de plateau qu'on avait fait en recueillant l'ensemble des contributions et en faisant en sorte que les citoyens présents à l'atelier puissent vraiment toutes les lire, les traiter, les analyser et en créer en fait un cahier d'inspiration qui soit un cahier d'inspiration par lieu. Donc, ces cahiers d'inspiration étaient ensuite intégrés au cahier des charges en tant que tel. Donc, le cahier des charges, c'est ce qu'on a typiquement dans un appel à projet, hein, c'est des considérations techniques sur comment, enfin, que doivent avoir les futurs porteurs de projets et les projets pour être éligibles pour ces lieux-là. Mais donc, l'idée, c'était que ces futurs porteurs de projets puissent répondre à la fois à la partie technique et à la partie citoyenne de ces cahiers des charges. Donc voilà, l'idée, c'était d'intégrer les citoyens dès le début du processus, dès cette étape-là. Ensuite, on a eu la phase d'appel à projet également via la plateforme. Donc là, pareil, les citoyens pouvaient déposer, enfin les porteurs de projet pouvaient déposer directement sur la plateforme ou remplir dans une mairie de quartier ou auprès de l'équipe de quartier le même formulaire qui était ensuite reversé sur la plateforme. L'idée, c'était de mettre à égalité l'ensemble des porteurs de projet pour que les personnes qui s'intéressent au projet puissent avoir une même lecture de toutes et tous. Ensuite, donc, il y avait la période d'instruction des projets par les services, donc en avril-mai de cette année. Puis là, en cours, d'ailleurs, le calendrier n'est plus à jour puisqu'on avait décalé cette période jusqu'à demain soir, la campagne de votation citoyenne et la votation citoyenne en tant que telle, voilà, qui a duré un mois. Donc, dans ce calendrier-là, dès
dès novembre, globalement, on savait déjà les contours de la votation citoyenne, on les connaissait, puisque nous avions déjà eu l'expérience en 2018 d'une précédente édition, à un moment où nous n'étions pas chez Cap Collectif. Donc, on avait une plateforme uniquement Ville de Nantes, pas Ville de Nantes, Nantes Métropole. En fait, on a ensuite mutualisé en 2019, ce qui fait qu'on a fait appel à Cap Collectif. C'était une plateforme développée en interne qui n'avait pas du tout la possibilité d'avoir de la votation. On ne pouvait pas développer ça, donc on avait fait appel à un prestataire et on avait une réflexion. On s'était dit, mais comment, l'idée, c'est quand même de sécuriser le vote, puisqu'on veut qu'au maximum, un vote égale une personne. Mais en même temps, les premières idées qui émanaient des services techniques ou des élus, qui étaient que les citoyens, citoyennes prennent en photo leur carte d'identité pour prouver leur identité, puis leur, une preuve d'habitation pour prouver ça, c'était, on se disait, on va pas avoir beaucoup de votes si on procède comme ça. C'est sûr que ça va être un énorme écueil, puisque même finalement, lors d'élections nationales, on ne demande pas complètement ça et le dispositif est plus simple. Donc, bon, il faut quand même aussi, l'idée, c'était de mettre le système de votation à la mesure de l'ambition du projet. Et l'ambition, oui, c'est d'élire des projets, c'est pas d'élire un futur président ou une future présidente. Donc, bon, il faut aussi voir ça de cette façon-là. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que en termes d'accessibilité, justement, c'est tout le monde, enfin pas tout le monde, mais je n'ai plus les derniers chiffres en tête, mais il me semble que 90 ou 95% des citoyens et citoyennes disposent d'un téléphone portable, pas d'un smartphone, hein, mais vraiment juste d'un téléphone qui reçoit des appels et des SMS. Donc c'était peut-être, et que globalement, les gens ont un téléphone. Pour s'ils en ont deux, c'est possible, mais c'est, voilà, encore une fois, l'ambition, il faut pas non plus penser à quelque chose de trop sécurisé non plus. Donc, on a effectivement fait appel à cette prestation avec l'idée de développer cette partie-là, c'est-à-dire SMS pour un vote. Donc, voilà, quand on est arrivé en 2019 avec Cap Collectif, on n'avait pas forcément l'idée qu'on allait refaire cette votation encore. Mais en 2021, c'est devenu très clair et on a commencé à avancer sur le sujet. Donc, au départ, l'idée, quand on a travaillé sur cette question-là avec Cap Collectif, on ne s'est pas tout de suite complètement compris sur ce que c'était que la solution. Donc, c'était intéressant d'avoir pas mal d'échanges aussi avec des designers chez Cap Collectif pour bien comprendre le besoin et que ça soit très très clair des deux côtés. On s'est rendu compte, en fait, en faisant appel aux designeuses, que le besoin qu'ils avaient compris chez nous n'était pas celui qu'on exprimait, tout simplement parce qu'on n'utilisait pas les mêmes mots pour vouloir dire, enfin, on utilisait les mêmes mots pour vouloir dire des choses différentes, mais d'où l'importance de bien maqueter, et ce qui s'est complètement bien passé de cette façon-là, ce qui fait qu'on a pu aussi voir très rapidement à quoi allait pouvoir ressembler cette partie votation citoyenne. Voilà, donc en plus, oui, j'ai pas précisé, mais l'idée était vraiment de s'inscrire dans la plateforme Dialogue Citoyen, puisque, plateforme, pardon, de Cap Collectif, puisqu'il aurait été possible de faire appel au même prestataire que lors de la première édition, mais ça n'aurait pas eu de sens en termes de parcours utilisateur ou utilisatrice pour aller voter, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir tout sur une même page. Du coup, lors de cette votation, lors de ce travail, on a eu de nombreux allers-retours. Une fois par mois, on travaille en comité technique de notre côté, on a pu voir les avancées rapidement. Et voilà, et voir que cette votation par SMS, enfin sécurisation du vote par SMS, s'intégrait très très bien à la plateforme. Donc voilà, je vais
je sais pas après, si je vais vous montrer, mais vous avez déjà vu, je pense, dans un autre webinaire, comment ça se structurait. Mais bon, juste pour vous montrer quand même, nous, comment on a fait, on a reprécisé comment les citoyens et citoyennes pouvaient voter, toujours dans l'idée de maximum d'égalité et d'accessibilité, le fait de préciser qu'on peut voter chez soi en suivant le mode d'emploi qui est ici, on peut voter près de chez soi parce qu'on a aussi de nombreux temps de médiation, j'ai plus en tête combien, mais sur un mois, on a eu entre 15 et 20 temps de médiation, plus un forum où aller un forum des porteurs de projets, c'est-à-dire un lieu où tout le monde pouvait venir pour rencontrer les porteurs et les porteuses de projets et, euh, et les questionner directement et voter aussi directement. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir un mode d'emploi le plus simple possible, le plus clair possible. Et voilà, bon, moi évidemment j'ai testé, donc j'ai voté pour tous les projets, hein. Pour vous expliquer, oui, aussi la façon dont on a pensé le vote, en termes de retour sur la première édition, le vote était limité à un vote par lieu, c'est-à-dire que si j'étais intéressée par plusieurs projets sur un lieu, je ne pouvais voter que pour un, et on avait pour l'obligation de voter pour au moins un lieu bâti et un lieu non bâti. C'est-à-dire qu'on voulait mettre à égalité il y avait, il me semble, dans mon souvenir, 9 lieux bâtis et 6 lieux non bâtis, ou bon, dans cette grandeur-là. Non, le contraire, 9 lieux non bâtis et 6 lieux bâtis. Et l'idée, c'était de dire que puisque les lieux bâtis allaient forcément attirer plus de votes, puisque on imagine plus facilement des projets étant accueillis dans des lieux emblématiques de la ville de Nantes, plus que dans des espaces verts, par exemple, il fallait que les porteurs de projets dans des espaces verts puissent aussi recueillir des voix. Sauf qu'on s'est rendu compte que ça complexifiait le vote, donc même en termes d'accessibilité, c'était peut-être dans une deuxième édition encore à simplifier. Donc on s'est dit, donc là c'était l'équipe projet ainsi que l'élu au lieu réinventé a souhaité faire en sorte de penser plutôt un vote d'acceptabilité, c'est-à-dire qu'on a souhaité que les citoyens et citoyennes se prononcent pour et non pas contre un projet. On vote pour tous les projets pour lesquels que l'on veut voir réalisés. Même si c'est dans un même lieu, l'idée c'est que ça soit le projet avec le plus de votes qui va se voir remettre les clés du lieu. Pour autant, un autre projet avec beaucoup de votes sur ce lieu pourra peut-être travailler avec cet autre porteur de projet pour créer un projet commun. L'idée, c'est d'essayer de créer aussi pas trop de compétition quand même entre les porteurs de projets, puisque on est là sur des bonnes volontés et sur l'envie de créer et de penser différemment des lieux. Donc, c'est vraiment des bonnes énergies à développer. Voilà pour ensuite en termes de retour, plutôt d'expérience durant la période de vote. Alors là, c'était, je pense, la première fois que ça m'arrivait sur une fonctionnalité notamment qui vient d'être développée, c'est que j'ai eu peut-être j'ai eu zéro mail de de bugs, de mails qui me dit j'arrive pas à voter, comment on fait, ou d'appels de collègues qui disent il y a tel et tel élément qu'on n'arrive pas à comprendre, avec demandant à les former ou demandant à faire de la médiation sur le terrain. En soi, on avait prévu pas mal de médiation aussi avec une explication de comment voter, mais finalement, on n'a pas eu besoin du tout d'expliquer aux citoyens et citoyennes comment le faire. Ou quasiment pas. En tout cas, sur le retour terrain, les collègues qui étaient sur le terrain étaient plutôt en train d'expliquer les projets et simplement de où se rendre sur le site pour voter. Et ensuite, tout se faisait tout seul par les citoyens et les citoyennes. Voilà. Le seul élément qui nous faisait un peu peur, c'était de se dire on ne peut pas déterminer que, par exemple, un numéro de téléphone puisse voter plusieurs fois.
on se disait comment faire voter des personnes qui n'ont pas du tout de téléphone. Lors de la première édition, on avait la possibilité, on avait identifié 5 numéros de téléphone de collègues qui pouvaient, eux, voter pour des citoyens, donc voter, eux, plusieurs fois, contrairement à tout le reste des numéros de téléphone. Là, c'était pas possible. Et finalement, on n'a pas été bloqué. Donc, en tout cas, on n'a pas eu de retour comme quoi ça avait empêché des citoyens et des citoyennes de voter, puisque les collègues avaient eux-mêmes leur téléphone pro. Donc, il est arrivé qu'ils utilisent leur téléphone pro pour faire voter des citoyens, mais c'est arrivé de façon suffisamment réduite pour ne pas avoir besoin enfin, voilà, de faire appel à une flotte de téléphones supplémentaires de la collectivité. Voilà. Que dire de plus là-dessus? Je ne sais pas si vous avez des questions déjà à ce stade. N'hésitez pas, hein, comme on n'est pas nombreux, je l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à prendre la parole directement à l'oral pour les personnes qui veulent poser des questions à Louise. Solène de la ville de Brest, là. J'ai juste une question. En fait, moi, je n'avais pas pu suivre la démo. Du coup, est-ce qu'on peut rapidement rentrer de la manière dont refaire ça... une un peu. Ouais, si ça dérange pas les autres, voilà. Non, pas du tout. Bah, du coup, alors, déjà d'un point de vue utilisateur en tant que tel, donc on n'a pas besoin, là je suis connectée, mais on n'a pas besoin d'être connecté pour voter. Tout l'intérêt de cette fonctionnalité, c'est que on regarde les projets qui sont dans une étape de dépôt ou de sélection. On clique sur voter pour ce projet. Mais le problème, c'est que vu que je suis déjà, enfin, je ne vais pas pouvoir montrer du début, mais Est-ce que si tu te déconnectes, déjà, on peut montrer les 2 premiers écrans, quoi? ah, en fait, je vais ouvrir en fenêtre de navigation privée, je vais faire ça. Ouais, par exemple. Sinon, alors j'allais dire, sinon, si tu veux, moi, je reprends la main sur une plateforme de démo pour montrer, mais ça revient un peu. À voir, ce sera peut-être mieux, puisque, bah, en tout cas, je peux déjà montrer tout le démarrage qui est que, du coup, voilà, là, je ne suis pas connectée. Je peux cliquer sur, voilà, il y a déjà, si je connais le projet, je peux directement cliquer sur voter pour. Sinon, je consulte le projet en cliquant sur son nom. Là, je peux lire l'ensemble de la démarche. On a fait une vidéo par projet aussi, hein, pour donner une idée. C'est que l'idée, c'était de mettre à égalité l'ensemble des projets, que chacun puisse se rendre compte que ça ne dépende pas des moyens de communication des porteurs de projets, mais qu'on puisse quand même, que chacun puisse avoir sa chance. Donc, je clique sur voter pour. Et lorsque je clique sur voter pour, là, je peux renseigner mon numéro de téléphone. Donc, là, évidemment, si je remplis le mien, ce sera écrit ensuite que ce numéro a déjà été utilisé. C'est d'où la sécurisation, hein. Ça me permet d'éviter de voter plusieurs fois. Et en fait, c'est très rapide. Je reçois tout de suite un SMS et ça valide mon numéro. Et je peux ensuite voter pour d'autres projets. Mais si vous voulez, on peut aller sur la démo, effectivement, plutôt. Ouais. Non, ça me... Voilà, comme ça, j'ai... Ouais, ok. Ouais, ok, merci. Et, voilà. Et du coup, c'est plutôt intéressant parce que ça permet de voter facilement pour le projet que l'on vise. Alors, quand même, des retours que j'ai eus, c'est que vu qu'on n'est pas sur une liste de projets, on ne peut pas voter, ça n'encourage pas au vote en masse en soi. On ne se dit pas, je vais voter pour 15 projets. Bon, après, est-ce que c'est un mal? Je ne suis pas sûre, puisque ça oblige en fait à vraiment aller à chaque fois sur le projet, de voter pour ce projet. Voilà. Et une fois, en fait, je reviens sur cette page-là, une fois que j'ai voté, c'est marqué à voter là, et je peux aussi facilement annuler mon vote ou le recommencer. Et voilà, et là, par exemple, je vois tous mes votes, pardon. Voilà. Et sachant que le scrutin est secret. Voilà. Non, là, ça, il faut que je change. Bon. Parce que voilà, normalement, en fait, sur le dévoilement des votes, on est sur une soirée le 20, une soirée de dévoilement des votes. Donc, on ne va pas montrer les votes en avance sur la plateforme.
Et tout ça, ça sera contrôlé par une huissière. Donc, l'ensemble des éléments de vote pour s'assurer qu'un vote égale une personne, voilà, et montrer qu'il y a une rigueur de la démarche de ce point de vue-là. Et c'est l'huissière qui va ensuite donner les enveloppes aux porteurs de projet. J'ai juste une autre question sur le vote. En fait, on vote pour un projet, on reçoit un SMS. Si on veut voter pour un deuxième, on reçoit un deuxième SMS. Ou alors on vote pour plusieurs et on reçoit qu'un seul SMS et on valide. On vote du coup c'est juste au moment de la sécurisation. La première fois qu'on vote, on reçoit un SMS. Mais les fois suivantes, non, puisque ensuite, le numéro de téléphone est enregistré dans les cookies de l'ordinateur ou du téléphone, et ce qui permet de voter ensuite plusieurs fois. Donc, voilà. Oui, c'est ça. En fait, l'envoi du SMS, du code par SMS, ne sert vraiment à certifier, entre guillemets, l'utilisateur. Et du coup, une fois que l'utilisateur est vérifié et qu'on sait que son numéro est correct, on ne lui redemande pas son numéro à chaque fois qu'il veut voter. Donc voilà, ça, c'est aussi assez pratique. Donc, dans ce sens, ça fonctionne un peu comme... Enfin, ça reste un vote sans compte, mais ça fonctionne un peu comme un compte utilisateur qui a été vérifié par email. C'est-à-dire qu'une fois que c'est vérifié, c'est vérifié. On ne va pas lui redemander à chaque fois. Il y a une question de Anne dans le chat aussi qui demande combien il y a de votants à l'heure actuelle, sachant que le projet, effectivement, n'est pas encore clôturé. Il se clôture demain soir. Alors, pour voir le nombre, alors nous, notre spécificité, c'est qu'on cache ici le nombre de participants sur tous les projets, puisqu'on considère que le nombre de participants devrait intégrer aussi le nombre de participants aux ateliers. Or, du coup, c'est des présences qui sont hors ligne. Donc, voilà, c'est pour ça que à la base, sur notre plateforme, enfin, voilà. Donc, on peut voir uniquement ici le nombre de votes. On est à 15 000 votes. En termes de nombre de votants, c'est un peu compliqué pour nous de savoir combien on a de votants. C'est l'un des échanges qu'on a eu effectivement avec plusieurs interlocuteurs chez Cap Collectif, c'est que en fait, vu que le vote est secret, on ne peut pas voir dans un export de tableau le nombre de votants avant la fin de l'étape où là, on aura l'ensemble des SMS à vérifier, enfin de numéros de téléphone vérifiés par l'huissière. Parce qu'on va avoir le nombre de participants ici, mais en fait, qui prend aussi en compte les autres étapes de période d'inspiration et période d'appel à projet. Donc voilà, ce qu'on peut voir, mais du coup, mais pareil, en fait, des fois, il y a quand même plusieurs SMS qui sont envoyés. Enfin, voilà, c'est des éléments qui restent à voir, mais en gros, ce qu'on sait, c'est qu'on a eu 11 300 SMS envoyés. Donc, pour moi, on peut se baser sur ce chiffre-là pour dire le nombre de votants, mais en même temps, on peut aussi avoir reçu un SMS et ne pas voter in fine. Donc, voilà. En tout cas, je pense que par rapport au nombre de participants, même si on n'a pas le nombre exact en tête à date, le fait qu'il y ait quand même plus de 10 000 votes, donc votes et pas votants, mais c'est quand même déjà c'est assez énorme comme chiffre. Je crois que c'est au-dessus de ce que vous aviez anticipé, Louis. Et surtout, moi, ma question, et je pense que potentiellement, c'est une question que peuvent se poser les autres, c'est du coup, est-ce que cette sécurisation par SMS, moi, j'aurais pu, par exemple, craindre que ça soit un frein à la participation, comme aussi peut l'être la création d'un compte d'ailleurs. Hein. Mais du coup, globalement, votre retour, c'est plutôt qu'en fait, c'est plus accessible et que vous avez plus de participants que si on avait fait un vote avec compte, mettons. Voilà. Après, c'est vrai qu'on n'a jamais fait de vote avec vote avec compte. Donc ça, je ne pourrais pas dire, mais je pense, oui, que ça facilite grandement. Déjà, en termes d'accessibilité, on voit bien que puis nous, on utilise en plus un système qui passe pas par le système Cap Collectif pour s'identifier, ce qui rajoute en plus une couche qui est compliquée pour les utilisateurs pour s'identifier via mail, qui est compliquée en tout cas, qui est un peu plus longue en tout cas. Oui, Donc, vous avez le compte Mon Compte Nantes Métropole. Ouais, c'est ça, on a notre compte à nous. Ouais. Et du coup, il est un peu plus différent. En tout cas, un peu plus long de un s'inscrire peu plus long. peut-être. C'est ça, c'est pas forcément compliqué, mais il faut quand même une adresse mail. Il faut retourner sur son mail. Et
pour quelque chose qui est de l'ordre de « je vote pour », c'était un peu compliqué, un peu trop complexe. Par contre, on va continuer à utiliser bien sûr l'idée de s'authentifier via un compte pour tout ce qui est contribution, enrichissement, etc. Puisque, de toute façon, déjà, c'est ce qui est prévu par la plateforme, mais en plus de ça, on souhaite que les personnes, par contre, quand elles s'expriment de façon plus longue, s'expriment en leur nom et vraiment qu'on puisse vraiment voir qui participe. Mais oui, en tout cas, on a vu que ça fonctionne très bien. Vraiment, en termes de votants, on n'avait pas, en tout cas, à voir exactement combien ça correspond, mais je pense qu'on a dépassé les 10 000 votants. Nous, on avait pour objectif sachant qu'on a 9 flux à réinventer, contrairement à la première édition, on en avait 15, où on avait eu 7 500 votants sur la première édition. Donc, on voulait quelque chose de similaire ou dépasser un peu, mais voilà, on ne pensait pas forcément beaucoup plus. Et en fait, on a complètement dépassé ça. Après, par contre, sur la première édition, on avait, si on compte le nombre d'expressions de vote, c'est-à-dire finalement, le nombre, on avait 34 000 expressions de vote. C'est-à-dire que vu que c'était juste structuré différemment, les citoyens votaient pour plein de projets. Et là, on voit qu'ils votent plutôt pour, du coup, un ou deux projets, quoi. Voilà. Après, je ne sais pas, après, en tant que tel, si on peut l'analyser positivement ou négativement, c'est juste une différence de ce point de vue-là. C'est pour ça que ce qui est le plus intéressant, finalement, c'est le nombre de votants, plus que le nombre de votes. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le projet, sur le vote sans compte? Jérémy qui demande, vous nous avez montré énormément d'avantages de ce système, mais avez-vous détecté un point négatif? Alors, en termes de points négatifs, vraiment pour moi, c'est ne pas voir facile. Enfin, c'est plutôt en termes de back-office, parce que nous, vu qu'on a le scrutin secret, on est à la même enseigne que les citoyens et les citoyennes, c'est-à-dire c'est difficile pour nous de voir le nombre de votants, déjà de votants. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, quelque chose qui est très demandé par l'équipe projet pour voir un peu comment ça avance. Et le nombre de votes ou votants par lieu ou par projet, simplement pour savoir est-ce qu'il faut faire plus de médiation sur un quartier plutôt qu'un autre. Enfin, ça, c'est pas au niveau back-office, on voit pas grand-chose de ce point de vue-là, sauf à faire du traitement un peu complexe de tableur. Donc, je dirais que c'est ça, c'est plutôt à ce niveau-là. Et puis là, je dirais que après, en tant que tel, ça, c'est pas lié au SMS finalement. Mais Non, je mais vois par pas. contre, il y a quand même une partie de la chose qui est liée au choix de au choix de la simplicité, dans le sens où, alors il y a forcément des choses que nous, on peut améliorer aussi sur la visibilité du nombre de votants, etc. Mais par contre, il y a de toute façon un sujet lié à la fonctionnalité, c'est que dès lors qu'on met en place le vote le plus simple possible, où le seul élément qu'on demande aux gens, c'est leur numéro de téléphone, forcément, à l'inverse, on a peu d'informations sur eux. Donc effectivement, on ne peut pas les identifier, on ne peut pas savoir quel âge ils ont, dans quel quartier ils habitent. Voilà, on leur demande à aucun moment ni leur adresse, ni leur nom, ni leur prénom, ni leur date de naissance. Ce qui d'un côté facilite le vote, parce que c'est plus rapide, c'est plus simple, mais à l'inverse, du coup, forcément, on n'a aucune info sur qui a voté, puisqu'on n'a que les numéros de téléphone. Et que du coup, en plus, d'un point de vue RGPD, etc., on ne va pas tracer à qui appartient quel numéro ou à quel endroit il a voté, etc. Donc ça, c'est sûr que c'est des informations qu'on n'aura jamais, quoi qu'il arrive, dès lors qu'on fait ce genre de choix-là. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est une modalité de vote qui correspond sans doute pas à tous les projets. Enfin, voilà, je pense notamment à des choses comme les budgets participatifs, où vous accordez quand même en général pas mal d'importance les uns les autres qui en font à savoir un peu qui sont les votants. Bon, c'est sûr que si vous avez besoin de collecter des infos sur les votants, il faut mettre en place plus de champs à remplir. Mais par contre, pour des projets comme celui-ci, je trouve que c'est très pertinent et effectivement, où je pense à plein de votations comme ça,
un peu ludiques qui peuvent avoir lieu. Alors, je ne sais pas si c'est chez vous, enfin chez vous, au sens l'un de vous dans les participants, mais on a vu par exemple récemment passer des choses du genre voter pour le film que vous voulez voir au cinéma en plein air cet été, ou voter pour l'affichage de telle ou telle chose. Voilà, ça c'est des choses, à mon sens, qui n'ont effectivement pas besoin d'être sécurisées outre mesure ou d'identifier qui sont les votants. Et donc, pour ce genre de projet-là, je pense que l'aspect très simple, très ludique, très rapide, très accessible peut être intéressant, quoi. J'ai juste une question. Du coup, là, le vote était ouvert aux non-nantais aussi, en fait. Enfin, n'importe qui pouvait voter n'importe où dans le monde. En tant que tel, techniquement, oui. Ouais. Après, il est indiqué quand même qu'on déclare sur l'honneur habiter Nantes et avoir plus de 16 ans. Voilà. Mais c'est toute la limite, effectivement, de l'accessibilité au vote. On a décidé que, en fait, on faisait confiance aux personnes et que le vote en tant que tel était vraiment dans cet élément de confiance aussi entre citoyens de ce point de vue-là. Oui, c'est ça. Ça n'empêche pas qu'il y ait des règles du jeu établies. Mais c'est vrai que techniquement, on ne peut pas vérifier qu'un numéro de téléphone, effectivement, appartient à une personne nantaise ou pas. Donc, voilà. Donc, c'est plus effectivement basé sur la confiance. Et ça, ce sera le cas pour toutes les personnes qui choisissent ce mode de vote-là. C'est sûr que, comme il ne permet pas de demander de l'information aux gens, faut faire confiance, quoi. Mais ça n'empêche pas, oui, de mettre en place des règles et de dénoncer un certain nombre de principes et de dire que c'est réservé aux Nantais. Après, voilà, c'est juste que vous ne pourrez pas vérifier que c'est effectivement le cas en pratique. Mais bon, après, c'est comme d'habitude, hein, c'est des questions que vous vous posez toutes et tous très régulièrement pour tous vos projets. Et à chaque fois, la balance entre accessibilité et sécurisation, c'est toujours les mêmes sujets et les mêmes questions. Mais après, bon, voilà, encore une fois, est-ce que moi, à Paris, j'ai que ça à faire d'aller voter sur un lieu à réinventer un Nantes dont je ne vais pas être utilisatrice, dont je ne vais pas être bénéficiaire. Bon, j'en doute fort quand on voit les difficultés qu'on a à mobiliser les gens concernés. Oui, c'est toujours ça la question, effectivement. Voilà. Moi, je dis toujours à mes collègues, effectivement, concernant la mise en place de tout ce qui est crainte liée à la participation, qu'il vaut mieux penser plus accessible que moins, quitte à penser autrement. Après, on pourra faire une analyse de la fréquentation et de l'origine des personnes qui votent, par exemple, pour voir si pas de qui votent, mais en tout cas qui se rendent sur le site pour voir si c'est une origine bien nantaise ou d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je redis la même chose, effectivement, on est sur, par exemple, sur de la contribution, il y a souvent la crainte de la part de groupes projets de dire on va laisser, pourquoi on ne fait pas de modération a priori ou ce genre de choses. Or, en fait, déjà, l'effort de contribuer, il est déjà un peu, c'est exactement ce que vous disiez, hein, il est tellement important que bon, autant ne pas mettre de freins supplémentaires, quoi. Et j'ai juste une dernière question. Là, c'est plus, est-ce que cette fonctionnalité-là est développée quand on crée un compte, par exemple sur les budgets participatifs, on demande aux gens de remplir un compte et on veut quand même vérifier que, là, c'est plus pour voir si c'est bien une personne un vote. Elle peut être activée. Ouais, alors on a deux. Donc en fait, on a présenté ça comme deux fonctionnalités différentes, mais qui existent toutes les deux. C'est-à-dire qu'on a le vote sans compte, qui est sécurisé par SMS, et on peut aussi rajouter de la vérification par SMS dans un vote normal avec compte. Et dans ce cas-là, ça vient s'ajouter en fait à l'ensemble des vérifications qu'on fait déjà, c'est-à-dire la création du compte, la vérification de l'email, éventuellement les conditions requises que vous ajoutez si vous le souhaitez sur le vote. Et dans les conditions requises, une des conditions que vous pouvez demander, c'est le numéro de téléphone. Et à ce moment-là, vous pouvez rajouter le fait de vérifier le numéro de téléphone qui, effectivement, rentre dans le même process que ce qu'a montré Louise, c'est-à-dire que ça envoie un SMS avec un code. La personne, elle saisit le code. Et donc, ça permet de vérifier qu'elle a renseigné le bon numéro. Et effectivement, ça permet de se rapprocher au maximum. Encore une fois, on n'a jamais de garantie 100% puisque quelqu'un peut avoir deux numéros de téléphone et donc créer deux comptes.
mais on se rapproche quand même très, très fortement, autant que possible. En tout cas, on minimise les risques d'avoir effectivement plusieurs personnes qui créent plusieurs comptes pour bourrer les urnes. Et donc, notamment par rapport à l'email, aujourd'hui, on sait que les gens ont quand même beaucoup moins de difficultés à créer plusieurs emails qu'à avoir plusieurs numéros de téléphone fonctionnels. Ça, c'est certain, c'est un fait. Donc, c'est vrai que la sécurisation par SMS, elle tend à garantir un peu plus l'unicité des votants, même si, encore une fois, c'est jamais une garantie 100%, mais en tout cas, elle sécurise beaucoup plus. Parce que oui, c'est plus compliqué d'avoir plusieurs téléphones valides que d'avoir plusieurs emails valides. Donc voilà, mais du coup, dans ce cas-là, si vous l'activez sur un vote avec compte, en fait, ça vient se rajouter au dispositif existant. Et donc, on n'est pas dans la même logique de simplification du vote, puisqu'en fait, on rajoute une étape au lieu d'en enlever plusieurs. Néanmoins, le fonctionnement de l'envoi du SMS pour sécuriser est le même. Je ne sais pas si est-ce que c'est bien clair, Solène. Je sais qu'il y a eu beaucoup de confusion parce qu'on a lancé les 2 features à peu près en même temps. Elles ont été montrées dans le même webinaire, etc. Et je sais que ce n'est pas toujours clair pour tout le monde comment fonctionnent les deux. Donc, là, c'est très clair. Ouais. Okay. Ouais. Mais c'est vrai que le deuxième, ça met encore ça peut mettre un frein à la participation parce que ça met encore quelque chose de plus, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, il faut savoir ce qu'on cherche. Effectivement, pour beaucoup de gens, ça reste plus... Enfin, de ce que j'en comprends aussi du retour de Louise et puis tes premiers retours qu'on a eu aussi sur la sécurisation par SMS d'un vote avec compte, qui a déjà été quand même expérimenté par la ville de Montreuil au mois de mai-juin dans leur budget participatif. C'était les premiers. Et depuis, ça a été utilisé aussi par plusieurs autres villes. Le Bayonne a son vote en cours en ce moment avec ça, et aussi le Puy-de-Dôme, je crois. Et donc, de ce qu'on voit comme retour, c'est quand même que globalement, alors oui, ça rajoute une contrainte supplémentaire, mais que globalement, ça reste plus facile, il semblerait, pour les gens de regarder le SMS reçu et de saisir le code sur la plateforme que d'aller dans leur boîte mail pour cliquer sur le lien de confirmation qu'ils ont reçu par mail au moment de la création de compte. Et ça, voilà, finalement, il y a souvent, quand les gens trouvent le vote compliqué et n'arrivent pas à voter, c'est souvent lié quand même à la création du compte et à devoir valider un mail qu'ils ont reçu, et parfois ils ont du mal à consulter leur boîte mail ou à retrouver le mail parce que parfois il va dans les spams, ça peut arriver, etc. Donc ça, c'est ce qui est le plus compliqué pour quelque part. Une fois qu'ils ont franchi, on va dire, cette difficulté-là, apparemment le SMS, c'est quelque chose quand même de plutôt simple, et donc c'est pas cette partie-là qui semble leur poser problème ou être la plus compliquée en tout cas. Alors après, c'est sûr que oui, ça rajoute quand même une étape de plus dans un vote. Donc, encore une fois, je pense à garder pour des projets qui ont besoin d'être sécurisés, du coup. Et voilà, et pas forcément pour des projets, on va dire, non décisionnels. Voilà. Je pense notamment au budget participatif versus les autres projets. Je sais que sur le budget participatif, c'est quand même en général quelque chose que vous voulez sécuriser pas mal. Auquel cas, bon, bah voilà, ça rajoute une étape de plus, mais ça permet quand même de sécuriser vachement plus. Donc, c'est sans doute intéressant. Versus pour des projets où c'est plus la simplicité absolue qui est recherchée. À ce moment-là, on peut plus aller vers du vote sans compte, typiquement. En gardant en tête aussi, quand même, parce que ça fait partie des effets de bord auxquels on pense moins, mais que du coup, les gens qui ne créent pas de compte sur la plateforme, évidemment, ne sont pas enregistrés dans la base de données. Et donc, vous n'avez... vous, entre guillemets, vous aurez aussi moins d'inscrits sur votre plateforme. Donc, voilà, il y a aussi ce truc à prendre en compte c'est sûr que quand on a un projet très mobilisateur où on va avoir des dizaines de milliers de votants, ça peut aussi, on va dire, on peut se dire que c'est presque dommage, entre guillemets, que ces gens-là ne soient pas des gens qui viennent en base de données, qui soient en basé, que vous puissiez réactiver facilement par la suite, etc. Néanmoins, je l'ai vu sur l'écran, j'ai l'impression que vous avez quand même rajouté une petite case j'accepte de recevoir les actualités de la métropole, la newsletter de la métropole de Nantes ou quelque chose comme ça. Mais je me demande dans quelle mesure oui, en fait, comme les gens ne laissent pas leur mail, ça sert. Oui, j'ai vu. Oui, c'est vrai. Je ne m'étais pas posé la question. Je pense que ça sert. Alors, je pense que ça sert surtout pour les gens, parce que on ne l'a pas précisé, mais dans les faits, si jamais la personne elle a déjà un compte et qu'elle est déjà loguée, ça marche quand même, évidemment. Et du coup, pour le coup, je pense que dans ces cas-là, ça sert au fait que la personne, si elle est déjà connectée avec un compte qu'elle avait déjà créé pour un autre projet, elle vote quand même, et puis du coup, elle coche cette case et ça vous fait quand même
des consentements supplémentaires pour votre newsletter, mais j'imagine que c'est vraiment minime parce que j'imagine que sur ce projet-là, il doit y avoir une très, 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 très large majorité de gens qui ont voté sans créer de compte, du coup, ou sans être connectés, en tout cas. Est-ce qu'il y a, il est 10h25, est-ce qu'on a encore 5 minutes? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Louise? Pas d'autres questions? Alors moi, une petite question peut-être, du coup, Louise, est-ce que vous avez déjà prévu de réutiliser cette fonctionnalité sur d'autres projets ou pas à l'heure actuelle? Pas vrai, enfin, peut-être sur une édition suivante des lieux réinventés, puisqu'il reste encore normalement des lieux à, voilà, à réinventer et peut-être une autre édition. Alors après, je ne sais pas précisément, mais je ne le vois pas encore sur d'autres, puisqu'on ne fait... en fait, on est vraiment moins dans l'idée d'utiliser la plateforme pour du décisionnel que sur du délibératif. Donc, c'est moins adapté, je dirais, le vote à la question délibérative. En tout cas, pour le moment, on le voit. On ne l'a pas adapté de cette façon-là. Ça marche. Et dans les participants, dans les personnes qui sont là avec nous aujourd'hui, est-ce qu'il y en a parmi vous qui... voilà, la présentation, est-ce qu'elle vous a donné des idées? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont intéressés d'utiliser cette fonctionnalité pour des projets à venir? Enfin, pas dans l'immédiat, mais je sais qu'à Brest, on travaille aussi sur le dispositif de lieu à réinventer, là. Donc, je me rapprocherai peut-être de Louise après, plus pour des questions. Mais peut-être que ça pourrait être... Voilà, maintenant, je sais que ça existe. Oui, c'est marrant, exactement le même projet. Vous allez aussi l'appeler lieu à réinventer ou... Ouais, dans la campagne, en fait, il l'avait appelé comme ça, en fait, les lieux à réinventer, ouais. Okay, donc vraiment exactement le même, c'est marrant. Ok, oui, n'hésitez pas à vous remettre en contact après. Oui, et je vous mettrai en contact avec l'équipe projet. Parce qu'il y a aussi pas mal d'aspects, j'imagine, sur le lien au porteur de projet, sur les cahiers des charges. Il doit y avoir pas mal d'aspects techniques. Oui, c'est ça, mais tout ça, je pourrais vous mettre en lien directement avec l'équipe projet qui pourra vous en parler, puisque moi, j'ai plus accompagné sur la partie plateforme, donc, qui dépasse, comme vous le savez, généralement même les frontières de la plateforme, mais ils seront plus à même de vous répondre.